Alors, bon après-midi. C'est la première fois que je parle à une salle que je ne vois pas. Les gens. Alors, je vais commencer par vous dire que le rêve de ma mère était d'avoir des enfants moyens, c'est-à-dire ni trop grands ni trop petits, ni trop beaux, ni trop laids, ni trop intelligents, ni trop idiots. Et quand je suis née, ben, j'ai exaucé ses vœux parce que je suis vraiment moyenne. Et tellement moyenne que j'ai réussi même à devenir, en fait, un caméléon. Euh, Par exemple, quand je vais au Japon, chaque fois, il y a toujours quelqu'un, un vrai Japonais ou une vraie Japonaise, qui court après moi pour demander des informations sur la direction, sur le nom d'une place ou d'une autre. Donc, le premier mot que j'ai appris en japonais, c'était Betonamujin des, c'est-à-dire je suis vietnamienne et je ne peux pas vous répondre. Et je ne sais pas trop comment, mais mon corps adopte très rapidement la posture des Japonais, par exemple pour les femmes, de marcher avec les pieds un peu pointés vers l'intérieur, les épaules un peu plus fermées, et en faisant des plus petits pas, et tout ça de façon vraiment, je vous dirais, inconsciente. Et puis quand j'étais avocate et qu'on allait faire des rencontres en Chine, dans la salle, et j'entends tout le temps quelqu'un demander « Mais où est la Canadienne? » Parce que dans la liste, il y a toujours une Canadienne, puis on me prenait vraiment pour une Chinoise. Au Vietnam, si vous allez à Saigon, il y a au moins 2 millions de visages, juste dans la ville de Saigon, de 10 millions, des visages très semblables aux miens. Donc, je suis vraiment ordinaire. Et puis, j'ai été élevée, en fait, pour mener une vie aussi douce qu'un long fleuve tranquille, malgré la guerre qui déchirait le Vietnam à cette époque-là. Donc, en 1968, l'année de ma naissance, était également l'année qui marquait un tournant dans la guerre du Vietnam entre le Nord et le Sud. Le Nord était soutenu par les Soviétiques et puis le Sud était soutenu par les Américains. Et la guerre était sanglante, évidemment, mais moi, j'avais la chance, ou sinon, la chance d'être préservée de tout ce chaos à l'intérieur d'une tour d'ivoire. Et c'est seulement quand la paix qui est arrivée en 1975, que l'équilibre a été perdu et que nous sommes devenus différents. Et différents en ce sens qu'on faisait partie du côté des perdants. Donc, quand le régime du Nord, le régime communiste s'est installé dans le Sud, ben, on était, si vous voulez, ciblés et persécutés. Évidemment, les expériences du quotidien étaient très, très difficiles, non pas seulement pour nous, mais pour toute la population. Par exemple, il y avait la confiscation des maisons. Dans notre cas, on a donné la moitié de la maison. Il y a 10 soldats qui sont venus habiter avec nous et aussi toute la nourriture était rationnée. La disponibilité des denrées devenait très, très rare. Et je vous dirais, mais ce qui était le plus difficile dans tout ça, c'était l'accès à l'éducation. Et l'accès à l'éducation, pourquoi? C'était aussi la raison pour laquelle on a quitté le Vietnam. Et l'accès à l'éducation, c'est qu'à cette époque-là, si vous étiez un garçon et que vous aviez 18 ans et pas admis à l'université, ils étaient envoyés directement sur un champ de bataille. Et chez moi, ben, j'ai 2 frères et un oncle qui avait 17 ans à cette époque-là. Donc, on savait qu'il n'allait jamais être admis à l'université parce que les critères d'admission n'étaient pas basés sur le mérite, mais sur l'historique familial. Et dans notre cas, étant donné qu'on faisait partie du régime, de l'ancien régime, donc du côté perdant, on savait très bien qu'il allait être envoyé sur un champ de bataille. Et normalement, quand on allait sur un champ de bataille, on ne revenait pas. Et donc, mes parents ne voyaient pas comment on pouvait perdre tous les garçons dans la famille. Et donc, on commençait à réfléchir à quitter le Vietnam. Et le Vietnam était complètement fermé au monde extérieur. Quand on parlait du rideau de fer, ce rideau-là existait réellement. Et donc, il n'y avait plus de libre circulation, si vous voulez, le droit à la libre circulation. Donc, il n'y avait plus de vols commerciaux. C'était impossible de même circuler à l'intérieur du pays. La seule façon de s'enfuir du Vietnam, de quitter le Vietnam, c'était de s'enfuir par bateau. Et donc, elle a proposé à ma grand-mère de laisser mon oncle venir avec nous. Et
dans les anciennes maisons, vous voyez, les trous de serrure étaient réellement des trous. Donc, on pouvait voir à travers et on pouvait entendre à travers ces trous de serrure. Et ma cousine et moi, on a eu la chance d'être à la maison cette journée-là et on a pu écouter à travers le trou de serrure la conversation entre ma mère et ma grand-mère. Et ma mère disait, proposait à ma grand-mère de laisser partir. Et ma grand-mère a dit, non, tu vas tuer mon fils, parce qu'elle savait déjà que la plupart des bateaux qui quittaient le Vietnam coulaient en mer. Et ma mère, elle lui a dit, écoute, ton fils, il est déjà mort. Je te demande seulement de choisir l'endroit où il va mourir. Est-ce que tu veux qu'il meure sur un champ de bataille ou en mer? Mais en mer, on avait la chance, peut-être le 1% de survivre et peut-être avoir une deuxième chance. Et on fait partie des chanceux, je vous dirais, qui ont améri en Malaisie parce que la plupart des bateaux soit coulaient, soit traversaient la mer avec beaucoup de difficultés. Dans notre cas, c'était seulement 4 jours, 3 nuits. On était 218 personnes sur un bateau, je vous dirais, de un peu plus de 2 mètres par 6 mètres. Et alors que mon oncle, qui a quitté un peu après nous, il avait passé plusieurs semaines en mer, et puis après, ils ont rencontré des pirates à 7 reprises. Et rencontrer des pirates voulait dire des vols, mais aussi des viols collectifs pour les femmes. Donc, nous, on a beaucoup de chance parce qu'on est passé à travers en 4 jours et sans rencontrer un seul bateau pirate. Et arrivé en Malaisie, on a acquis un nouveau statut. Et le nouveau statut était d'être des réfugiés. Et un réfugié, je vous dirais, est très différent des humains, en ce sens où les réfugiés sont des gens qui ont été expulsés ou éjectés de leur passé sans avoir été projetés dans un futur. Et puis leur présent devient vide de sens, en fait. Et si vous regardez les réfugiés, il y a un dénominateur commun. Nous avons tous à peu près ce même regard, égaré ou sinon perdu. Et donc, nous étions ces réfugiés et aussi, on a acquis une autre qualification. Nous sommes devenus des apatrides. On n'appartenait plus à aucun pays. Et aujourd'hui, évidemment, je suis très fière d'avoir été sans pays, parce que ça ne nous arrive jamais. On appartient toujours à une frontière, à un pays quelconque, alors que nous, on a eu la chance d'être à personne pendant 4 mois. Et donc, au bout de 4 mois, ce qui était un temps très court en comparaison avec les autres, j'ai rencontré un réfugié vietnamien, justement, qui était dans un camp pendant 12 ans avant d'arriver au Canada. Donc, on a été sélectionnés par le Canada. Et quand on est arrivé ici, je vous dirais, là, on a vécu une différence de taille. D'abord, vraiment de taille, en ce sens où tout le monde était tellement grand, et nous, on était maigrichons, tout petits, rachitiques, arrivés d'un camp de réfugiés. Et on nous a emmenés à Granby parce qu'on n'avait pas choisi une ville. Bon, on ne connaissait pas, hein. On pensait que le Canada, c'était l'hiver 12 mois par année et qu'on allait habiter dans un igloo. Alors, c'était vraiment une grande surprise d'arriver quoique il y avait beaucoup de neige à Mirabel quand on est arrivé au mois de mars. Donc, c'était presque une autre planète. Et les gens à Granby, où on est arrivé, étaient tous à la porte de l'autobus pour nous recevoir. Et tous ces géants nous ont pris dans leurs bras, mais vraiment spontanément, immédiatement. Il y a eu même pas un moment d'hésitation. Et je vous dirais que c'était mon premier choc culturel, parce que, de un, les Asiatiques, on n'est pas trop tactiles, et puis de deux, on se savait très sale parce qu'on n'avait pas accès à l'eau. Vous voyez, on avait peut-être 1 litre d'eau par personne par jour pour manger, se laver, boire. Alors, on se savait sale. On savait qu'on avait beaucoup d'infections sur le corps en raison des piqûres de moustiques, de petites bêtes, et parce qu'on dormait directement sur le sol. Et aussi parce que, il n'y avait pas d'électricité, il y avait rien. Donc, on était tout simplement dégueulasse avec les poux dans les cheveux. Et ces gens-là, on ne comprend pas. Encore aujourd'hui, je ne comprends pas comment ils ont pu nous prendre comme ça, spontanément dans leurs bras. Et je vous dirais,
évidemment, dans le camp, étant donné qu'il n'y avait rien, il n'y avait pas non plus de miroir, donc je ne m'étais pas vue depuis 4 mois. Et la première fois que je me suis revue, c'était dans le regard de ces gens-là. Et je vous dirais que, et j'aime beaucoup raconter cette histoire, parce que chaque fois que je la raconte, je revis ce moment. Et dans le regard, je ne m'étais jamais vue aussi belle. Et je vous dirais que je ne suis jamais redevenue aussi belle qu'à ce moment-là. Et donc, il y a eu un moment d'amour et on est tombés vraiment amoureux des gens qui nous ont accueillis. On voulait devenir québécois et on voulait embrasser le français avec affection. Vous voyez, c'était pas par obligation ou par loi ou par règlement ou quoi que ce soit. On voulait devenir québécois. Et dans notre première classe, on était 8 petits au primaire et la prof est venue vers nous et elle s'est penchée devant moi. J'étais la première. Et elle a dit « Je m'appelle Marie-France et toi ?» Et en bonne élève obéissante asiatique, j'ai répété la même chose. Je m'appelle Marie-France et toi. Et vous voyez, à la fin de la journée, nous étions 8 Marie-France. On ne savait pas, évidemment, on ne savait pas ce qu'on disait, mais si on le savait, je pense qu'on aurait quand même accepté de s'appeler Marie-France parce qu'on voulait devenir québécois. Et une des façons que j'ai trouvées, c'était de changer mon nom. Mon nom en vietnamien est Thuy. Alors, en vietnamien, tout le monde m'appelle Thuy, mais en arrivant ici, avec mon nom milieu qui est Kim Thuy, c'est ça, le Kim est porté par toutes les filles dans ma famille, et j'ai décidé de laisser tomber Thuy et de prendre Kim quand je parlais en français, pour effacer un peu l'origine, si vous voulez, d'où je venais, ou sinon la différence. Et donc, Thuy était utilisé uniquement en vietnamien. Et mon nom de famille, c'est Li Tan, et j'ai laissé tomber le Tan pour ne garder que le Li. Et avec l'usage, j'ai découvert un truc, c'est d'ajouter un B très subtil entre Kim et Li pour devenir presque Kimberly. Vous voyez? Donc, quand j'étais avocate et interprète, j'étais Kimberly. Alors, les personnes qui me parlaient la première fois, ils pensaient que j'étais, voilà, Kimberly. Et donc, cette différence-là a duré très longtemps jusqu'à ce que ce livre-là ait été écrit, ce premier livre. Et pour la première fois, j'ai osé, en fait, marier les deux mondes, ou sinon fusionner mon nom vietnamien et puis mon nom québécois ensemble pour devenir Kim Thuy. Et aussi parce que probablement la maturité m'a permis d'embrasser la différence. Et cette différence-là m'a beaucoup servi, je vous dirais. Je pense que si ce livre Rue avait comme auteur Nathalie Tremblay, probablement que les journalistes n'auraient pas ouvert. Mais parce que c'était Kim Thuy, ils ont dit, mais c'est qui cette fille ou c'est quoi ce nom? Et ils ont ouvert. Et puis, tout ce qu'on espère qu'un journaliste fasse, c'est d'ouvrir la première page. Et donc, j'ai eu cette chance-là. Et plus tard, je vous dirais, grâce à cette différence, j'ai été invitée par le gouverneur général à faire partie de la première visite en Asie du Sud-Est, la première visite officielle. J'étais une des 8 délégués. Et il y a un soir où on était reçus par le roi de la Malaisie. Et on m'a placée à côté du juge en chef de la Malaisie. Et donc, il avait ma bio devant lui et il s'est tourné. Il m'a dit « Ah, comme ça, vous avez été avocate ?» J'ai dit « Oui, mais pas longtemps, j'ai 5 ans. » Et dit, alors, dites-moi, comment est-ce que vous vivez dans le quotidien la dualité du droit civil et de la common law au Québec? C'était une question, je vous dirais, difficile pour moi. En fait, j'étais très impressionnée que lui, il connaisse l'histoire du Québec et ses deux systèmes de droit. Et moi, je ne savais pas comment répondre. Alors, j'ai dit une bêtise. Je dis, oh, vous savez, dans le quotidien, on ne ressent pas du tout la dualité. Tout va bien. Et donc, il m'a trouvée très bête. Et donc, il a relu ma bio. Il a dit, quel est votre rôle dans cette délégation, parce qu'il commençait à croire que j'étais une imposteur. Et j'ai dit, vous savez, au Canada, il y a plusieurs critères à respecter. Le premier, il faut toujours avoir une femme dans une délégation. Et j'ai dit, je suis la femme dans la délégation. Et deuxièmement, ça prend quelqu'un du côté francophone. Et je suis francophone, ça prend une minorité visible. En Malaisie, je ne suis pas très visible, mais au Canada, je suis visible. Et puis, troisièmement, ça prend quelqu'un en art et culture. Et puis, dernièrement, ça prend quelqu'un qui a un handicap.
Et j'ai dit, je suis plus petite que tout le monde au Canada. Je suis height challenged. Et donc, quand on m'invite, ben, on économise beaucoup d'argent. Donc, c'est une chambre d'hôtel au lieu de 5, et puis une bouche à nourrir au lieu de 5. Je dois vous avouer qu'on m'a jamais confirmé quel était mon rôle dans cette délégation-là. Je crois encore aujourd'hui que j'ai eu la bonne réponse. Je l'ai rapporté au gouverneur général. Ils ont tous ri, mais ils m'ont pas répondu. Donc, j'ai passé 10 jours comme ça à être, à remplir toutes ces cases. Et je me suis posé la question en regardant le titre de la conférence, Différent de nature, et je me dis, ben non, je suis née vraiment très ordinaire, très moyenne. Et ce sont vraiment les épreuves de la vie, ou sinon, pas les épreuves, mais les expériences qui m'ont rendue différente. Peut-être un peu comme Marcel Duchamp, quand il a parlé du dadaïsme, de sortir l'objet de son contexte pour en faire un objet d'art ou donner une autre définition à l'objet. Et je me dis, j'ai eu la chance d'être sortie de mon contexte et soudainement, je deviens un objet, un ovni. Un objet différent. Et j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup de lecteurs. Et chaque lecteur va me donner un commentaire différent. Par exemple, il y en a qui disent « Ah, on devait lire ton livre vraiment pendant 2 heures, et puis de la première page à la deuxième page sans se lever. » Et puis, il y en a d'autres qui me disent « Ben non, on doit lire vraiment une page à la fois. Ça prend beaucoup de temps pour absorber ce que j'écris. » Et puis, il y en a une autre qui dit « Ah, ton écriture est tellement légère, tellement douce. » Et puis, il y en a une autre qui dit « T'es tellement violente que je dois arrêter après chaque paragraphe. » Donc, chaque lecteur interprète exactement les mêmes mots de façon différente. Et je me dis que peut-être que nous ne sommes pas nés différents. Nous ne sommes pas différents de nature, mais que c'est l'unicité du mélange des expériences qui fait que nous devenons exceptionnels ou sinon uniques. Et donc voilà, je ne crois dans mon cas, en tout cas, je suis la preuve qu'on n'a pas besoin d'être différent pour être unique. Voilà. Merci.